Bonsoir à tous. Une nouvelle semaine, je vais dire un nouveau package de 5 grands rendez-vous pour votre plaisir. On tient le tout premier numéro ce soir. Merci d'être là, mesdames et messieurs. Alors, ils ont répondu présent à ce premier numéro de la semaine. Il s'agit bien sûr du coordonnateur érosion côtière, d'un responsable de plateforme de marketing de réseau et bien évidemment du vice-président du FODEFK. Alors, l'équipe du Grand Rendez-vous, très heureuse de vous retrouver, vous invite à suivre la météo. On comprend donc tout simplement que Sarvalou est donc à l'honneur toute cette semaine. Alors pour le compte de ce soir, parlant bien sûr du grand rendez-vous, l'émission s'intéresse à la question de la protection du littoral. La nouvelle loi votée sur la protection du littoral sera au cœur de Nature et Bien-être aujourd'hui. Le marketing de réseau ou le MLM. Bon, on en entend parler, mais personne n'aime s'y approcher, en tout cas en tant que tel. Aujourd'hui, nous toucherons du doigt ce que c'est que le marketing de réseau, comment ça marche exactement. L'expert de ce jour est un responsable de plateforme de marketing de réseau. Alors, que deviennent les apprentis artisans ? Oui, pour parler de autant savoir qu'ils deviennent donc les apprentis artisans après leur obtention du CQP et du CQM. C'est à cette question exactement que va donc répondre Autant savoir ce soir. Le grand rendez-vous vous offre le journal à 19h45, vous le savez, avec à la présentation Estelle Pazou. Bonsoir Estelle. Bonsoir Assioum. On vous retrouve ce soir, tout à l'heure à 19h45 pour le journal. Quel en est le menu principal ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. La facture électronique normalisée est entrée en vigueur au Bénin il y a plus d'un mois maintenant. Elle est un palliatif à la fraude et à la concurrence déloyale entre opérateurs économiques. Marcel Arrossi nous en dit plus. Vous l'avez sûrement constaté, des cabines sont installées sur les grands carrefours de Cotonou. Elles sont destinées aux agents de la police républicaine pour plus de confort dans leurs tâches quotidiennes. Et puis, Raissa Gbedi, journaliste et désormais chanteuse. Elle a dévoilé ses compétences musicales vendredi dernier lors du lancement de son maxi-single. Et vous aurez tous les détails à 19h45. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Donc, en attendant 19h45, nous faisons juste un tour sur le littoral de Cotonou. Mais avant, bien sûr, d'aller sur le littoral de Cotonou, on va retrouver plutôt les artisans. C'est autant savoir. Autant savoir aujourd'hui, focus sur les apprentis artisans après donc l'obtention du CQP et du CQM.
ben, que deviennent-ils en réalité? On va répondre à la question juste derrière ce reportage signé Marcel Betoro. Le secteur artisanal fait partie des secteurs qui contribuent à la création de richesses au Bénin. Il absorbe une partie importante de la population. De l'alimentation à la production en passant par le bâtiment, ce secteur offre une multitude de métiers. Mais pour faire partie de cette grande famille des façonneurs, il faut obligatoirement passer par l'apprentissage. Tu vas t'inscrire dans un garage et tout, et les procédures commencent un peu. On va te faire bénir par le travail et tu payes un peu. Et après 4 mois, tu finis de payer et tu continues ton travail. Après 5 ans, on te libère. La spécialité d'ici, c'est la sculpture sur bois. Ça prend comme tout bon métier. Mais ça demande, si vous n'avez pas d'abord le don du dessin, donc ça va vous prendre énormément de temps avant de vous connaître. Et d'abord, c'est un métier qu'on ne connaît jamais fini. Une étape qui prépare l'apprenti à l'examen du certificat de qualification des métiers d'art CQM. Il est organisé de commun accord entre les autorités étatiques, les structures décentralisées et les acteurs du secteur artisanal. Pour être candidat, forcément, il faut être présenté par un patron qui a un atelier. Première condition. Deuxième condition, il faut que ce patron-là milite dans une association d'artisans de sa zone. Dans la ville de Cotonou, c'est bien structuré, nous avons 4 zones. La première zone, ça commence du 1er arrondissement au 4e arrondissement. La seconde zone, c'est à partir du 5e arrondissement je pense au 6e arrondissement. La troisième zone, ça fait 7e arrondissement jusqu'au 10e arrondissement. Et la 4e zone, maintenant, ça fait du 11e arrondissement au 13e arrondissement. Donc, lorsque nous finissons l'examen, il y a les jurys, il y a plusieurs corps de jury, il y a les surveillants, il y a les correcteurs, il y a le jury qui proclame les résultats. Lorsque tout ce processus est terminé, on organise par zone maintenant ce qu'on appelle la cérémonie de remise de diplôme maintenant aux artisans. Le certificat des métiers d'art CQM n'est pas à confondre avec le certificat de qualification professionnelle des métiers CQP, dont la cible est bien déterminée. Selon les chiffres de la Chambre interdépartementale des métiers, près de 3 millions de citoyens béninois interviennent dans le secteur artisanal. À en croire les artisans, c'est un secteur qui nourrit son homme. Mais l'inexistence d'un marché adéquat d'écoulement des produits artisanaux pose problème. Nous, notre marché est spécialement basé sur le tourisme. Donc, s'il y a plus de touristes, de notre côté, ça marche. Et si vraiment le côté du tourisme, ça ne marche pas, donc nous, ça ne va pas. Actuellement, il y a un peu la mévente au niveau de nos artisans. Et nous souhaiterions que le tarif extérieur commun soit vraiment mis en application pour permettre véritablement à nos artisans d'aller vendre leurs produits dans la sous-région. Les autorités impliquées dans le système de gestion à divers niveaux ne manquent pas d'attention et d'idées pour faire du secteur artisanal un levier de développement. Il contribue à hauteur de 20% du PIB. Il vient en 3e position après l'agriculture et l'industrie. Merci à vous, Marcel Betoro, pour cet élément. Alors, sur le plateau, on retrouve M. Josué Adisso. Bonsoir. Merci d'être là. Je rappelle, vous êtes superviseur en formation à FODEFCA. Bonsoir, Agnat Bello. Bonsoir, Assim Gaba. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour parler artisanat et précisément de l'après-obtention du CQP, CQM des apprentis artisans. D'accord, Assim Gaba, mesdames et messieurs, vous le savez, semaine passée, on a pu parler du CQP et du CQM, en quoi consistent véritablement ces différents examens. On en a parlé. Aujourd'hui, on parle de l'après-examen parce que le tout ne suffit pas de l'obtenir. Il faut encore pouvoir s'insérer après l'avoir obtenu. Donc, pour en parler sur ce plateau, nous aurons Josué Adisso. Il est superviseur en formation au niveau du FODEFCA. Bonsoir, monsieur Adisso. Oui, bonsoir, madame. D'accord. Alors, dites-nous un peu, comment s'insérer après l'obtention de son diplôme? L'insertion après l'obtention du diplôme, c'est arriver à s'installer et s'installer durablement.
ou définitivement, quand je dis définitivement ou durablement, s'installer, commencer par travailler jusqu'au dernier jour de sa vie. Alors, cela suppose beaucoup de choses. Il faut le kit d'installation, c'est-à-dire le minimum d'outils et d'équipements pour démarrer. Ensuite, il faut de financement, parfois, financement pour l'achat des matières premières, mais également de petits conseils. La formation continue. Ce n'est pas, la formation ne s'arrête pas. Après l'obtention du diplôme. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'économie de la connaissance. Et quand on dit économie de la connaissance, ça renvoie à l'idée que la formation, c'est tout au long de la vie. Et donc, il y a le kit d'installation, il y a l'accès au crédit pour avoir de ressources et acheter les matières premières, également la formation en technique managériale, et même le recyclage pour être au pas, pour ne pas se laisser dépasser par la technologie. Mais alors, quand on prend le cas du CQM et du CQP, est-ce que tous ces diplômés ont droit à l'installation? Est-ce que c'est à eux tous de créer leur atelier en réalité pour travailler? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une différence entre CQM et CQP. Oui, il y a une différence entre CQM et CQP. On l'avait abordé la semaine passée. Est-ce que cette différence se fait ressentir aussi dans leur insertion? En fait, je ne dispose pas d'informations pour en parler, on a formé. Est-ce que celui qui a le CQM a le droit de s'installer à son propre compte? Oui, oui. C'est-à-dire, le CQM, c'est l'ancien diplôme ou l'ancienne attestation qu'on donnait dans les maisons. L'État dit désormais, je me modernise. Et qu'est-ce qui le différencie alors de celui qui a le CQP, par exemple? Voilà. En matière d'insertion. L'insertion, sur le plan insertion, c'est plus facile à celui qui a le CQP de s'insérer, et ça s'explique. D'abord, ils sont moins nombreux compte tenu du profil. Ici, il y a déjà un tamis qui les tombe beaucoup. Voilà. Oui. Et ça fait que, voilà, ce premier point, ils sont moins nombreux, mais également, ils ont une large ouverture. C'est-à-dire, quand vous avez le CQP en couture, vous pouvez faire tenue homme, tenue femme. Par contre, quand on a le CQM, on a le CQM couture homme ou couture femme. Voilà. C'est-à-dire le champ d'action est plus large avec le CQP. Par rapport, le CQP donne plus d'opportunités. Et également, avec le CQP, il y a plus la qualification ou l'apprentissage, la formation est plus rigoureux, l'encadrement. Parce que là, pour avoir le CQP, c'est la formation, l'apprentissage au niveau de l'atelier, mais c'est également formation au niveau des centres de formation. Et donc, il y a un complément qui se fait au niveau des centres de formation et qui apporte plus de précision, qui éveille l'attention de l'enfant, qui permet à l'enfant de savoir pourquoi on a prévu, par exemple, au niveau d'une chemise, on a prévu une manche, on a prévu une poche. Où est-ce qu'il faut mettre la poche pour que, esthétiquement parlant, et donc, l'enfant qui a pris conscience de ces réalités, vous allez voir, il fera peut-être chemise et aile papillon, ou poche, etc., etc. Et donc, avec le CQP, on a plus d'opportunités. Plus de facilité d'insertion. Plus de facilité. Mais, il faut dire, je tiens à préciser ça, le CQP ne couvre pas aujourd'hui assez de métiers. Le CQP, c'est seulement dans 13 métiers. Or, nous en avons combien de métiers? 311 métiers. C'est là les défis. Comment faire pour passer de 13 métiers à 311
métiers couverts par le CQP. Le chemin reste long à parcourir. D'accord. Et c'est parce que l'investissement pour développer les métiers, c'est-à-dire pour élaborer un programme de formation pour s'occuper dans un métier, ça coûte cher. C'est sûr, le contenu de la formation, il faudrait harmoniser autant au niveau des artisans qu'au niveau des structures fêtières pour que réellement le contenu soit à la hauteur. Mais revenons un peu sur tout ce que vous avez cité là. Pour ceux qui sont sortis avec le CQM ou avec le CQP, s'ils veulent s'installer à son propre compte, vous avez parlé d'accès au crédit. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des artisans, nous avons des structures qui essaient d'accompagner l'installation de ces enfants-là après l'obtention de leur diplôme? Il y a un peu, et passe quelques projets qui s'occupent. Par exemple, il y a je crois de 2011 à 2014, il y a au niveau du FODEFK, nous avons géré un projet CGNRAO, qui à un moment donné a donné des kits d'installation à certains apprentis ayant obtenu leur CQM. Vous voyez. Et donc, il y a de façon... Le projet est toujours en cours? Non, c'est bouclé depuis... Donc aujourd'hui, c'est seulement les parents eux-mêmes qui doivent... Ou l'enfant qui se débrouille, c'est-à-dire, bon, il se débrouille, ou bien... Mais habituellement, se débrouiller, je pense, est-ce que le processus n'est pas tout simplement se faire employer d'abord dans un atelier, quitte à ce que, après, vous ayez les moyens de pouvoir vous mettre à votre ouvrier. L'étape ouvrier d'abord. Oui. Si vos parents n'ont pas les moyens pour vous doter du kit d'installation, vous prenez alors pas l'étape ouvrier dont vous parlez. Parce que nécessairement, il faut aller travailler d'abord. Et c'est après ça, quand vous avez un peu d'argent. Est-ce qu'il y a une grille salariale déjà? Est-ce qu'aujourd'hui, un ouvrier qui a le CQP ou le CQM peut savoir à peu près combien est-ce qu'il peut demander quand il va être un ouvrier dans un centre qui ne lui appartient pas? Je pense que cette question, le président de la Sénat ou de l'ICIMB sont mieux qualifiés pour répondre. Je n'ai pas fait d'études là-dessus, donc je ne saurais répondre. Ce que peut-être, voilà, on va dire, c'est qu'ils s'arrangent pour se conformer au SMIC, pour ne pas... être en dessous du SMIC. Voilà, pour ne pas... Mais ça dépend de la production et de la recette au niveau de l'atelier ou de l'entreprise où vous travaillez. Et je crois qu'il y a quelques enfants qui travaillent aujourd'hui à ATCTB, non, l'usine de production de bois ATCBco, dans l'ADA. Il y a quelques apprentis du CQP qui sont là, qui sont dans l'emploi, pas dans l'auto-emploi. Et je crois que l'entreprise les a recrutés. Bon, je ne sais pas quel type de contrat. Quel type de contrat ils ont? Voilà. D'accord. Voilà, vous avez aussi parlé de quelques notions en marketing, parce que c'est vrai que le tout ne suffit pas de savoir coudre pour pouvoir gérer une structure. Il faut avoir des outils de gestion. Est-ce que ces outils de gestion, vous le leur donnez déjà dans leur cursus pour qu'à la fin, ils puissent être autonomes et pouvoir gérer leur structure sans risquer la faillite? En fait, c'est là où la présence du FODEFK se justifie. Très bien. Quand vous finissez votre formation, la formation professionnelle continue, c'est là que ça intervient. Ils sont en association et souvent, il y a ces associations-là qui viennent déposer des demandes de cofinancement de formation. Ça peut être en gestion, ça peut être en technique de production ou en technique de prestation de services. Mais généralement, pour ce qui concerne la gestion technique managériale, il y a beaucoup d'ONG parce que ces formations-là ne coûtent pas cher. Il suffit d'avoir un tableau et une salle. On peut déjà, parfois c'est même sur le terrain, etc. Mais c'est très important de faire ces formations-là pour savoir l'argent que j'ai gagné. Est-ce que je consomme tout en même temps? Est-ce que j'ai gagné 10 000 francs et mon beau-père arrive, je dois dépenser les 10 000 francs en même temps, ou bien je lui achète une bouteille de bière et le reste, je dois épargner, je dois prévenir l'amortissement des équipements et outils que j'utilise. C'est très important d'attirer leur attention sur ces aspects-là.
Ça, c'est d'accord. Je crois qu'il nous reste à peine quelques secondes, mais justement pour ces secondes, j'aimerais savoir si vous pensez que nos apprenants qui obtiennent le CQP ou le CQM, s'ils n'arrivent pas à s'insérer ici, ils ont la possibilité de pouvoir peut-être sortir du pays, même si c'est dans l'espace CEDEAO ou bien dans l'espace UEMOA, pour pouvoir travailler ailleurs en tant qu'ouvrier. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible avec le diplôme qu'on délivre le CQP, qui est officiel. C'est l'État qui délivre le CQM aussi, le CQM, le CQP. Mais il y a un aspect important, c'est l'écoulement. Juste 20 secondes, oui. L'écoulement. L'écoulement des produits. Voilà. Qu'est-ce que l'État peut faire? C'est-à-dire, par exemple, chaque 2 ans, tout ce qu'on va... Je donne un exemple. Chaque 2 ans, tout ce qu'on va acheter comme meuble au Bénin, ou dans l'administration, ça va être au Bénin, et les autres, entre les 2 années, et voilà, on va réserver 20% pour le Bénin. Donc pour vous, vous appelez à la consommation des produits locaux. On le dit souvent. Au niveau des administrations. On va revenir en tout cas sur tous ces aspects-là. C'est très important si vous voulez de stimuler et de maintenir les gens. On va y revenir très prochainement, vraiment, parce que cela est très important. Je sais que le gouvernement avait pris une telle initiative il y a de cela 2-3 ans, qu'il fallait accorder donc 60% du marché public aux entreprises locales, parlant bien sûr surtout des produits meubles. Bon, on verra, on reviendra en tout cas là-dessus pour voir si ça a été vraiment efficace ou pas. Merci beaucoup à vous pour ce plateau concernant bien sûr l'artisanat. Monsieur Addison, à très bientôt. Merci. Le grand rendez-vous va continuer et là, on verra même si c'est possible d'ailleurs même de vendre ces produits issus de l'artisanat béninois sur le marché à multiniveau, parlant bien sûr du marketing de réseau. C'est de cela que nous allons parler avec l'expert. Il y en a qui parlent de marketing de réseau, d'autres désignent le concept de marketing relationnel, mais là n'est pas le problème, pas du tout. Alors, comment ça marche en réalité, le marketing de réseau? Découvrons le concept avec Epiphane Da Lokono, lui-même responsable de plateforme de marketing de réseau. Il nous retrouve en tout cas sur ce plateau avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand on parle de marketing de réseau, comment est-ce que vous le définissez, ce concept? Merci. Je ne vais pas définir le marketing de réseau de mes propres vocabulaires, mais je vais tenter de répéter une personnalité de ce domaine très réputé qu'on appelle John Flemings. John Flemings est l'actuel rédacteur en chef du magazine le plus coté en marketing relationnel qu'on appelle Direct Selling News. Okay. Alors, lorsque Robert Kiyosaki se révolutionnait en finance, en économie, donc le rencontrait, lui demandait « John, qu'est-ce que tu penses donc du marketing de réseau? Comment est-ce qu'on peut le définir ?» Il dit dans le schéma classique, beaucoup d'entrepreneurs, de promoteurs d'entreprises sont obligés donc de dépenser des millions via les canaux classiques qui ont été élaborés pour pouvoir donc faire connaître leurs produits. Et donc, ce coût, parfois, tous les entrepreneurs n'arrivent pas donc, à l'écoper et à le gérer. Et à un moment T, donc, les spécialistes en marketing ont dit, mais élaborons une stratégie qui va nous permettre donc, de mieux distribuer nos produits et donc de pouvoir quitter un continent pour aller à un autre continent sans faire beaucoup de coûts. C'est ainsi que donc, les gens ont trouvé le bouche à oreille, sinon le bouche à bouche. Et donc, Fleming John dit... C'est simplement cette manière formidable, magique, par laquelle un promoteur d'entreprise, au lieu donc d'investir des sommes faramineuses pour pouvoir donc distribuer ses produits, identifie des personnes prêtes à consommer ces produits-là et engagées, et donc leur dit vous consommez, et sur le dollar que vous mettez à ma disposition en consommant ce produit, moi je vous jette une partie. C'est tout simplement ça. Ah oui? C'est tout. Alors, et comment ça fonctionne généralement, ce concept? Alors, le marketing relationnel, il faut avouer cette question que vous me posez, je la trouve galvaudée, je la trouve incomprise, cette question. Je trouve que les gens veulent forcément pas prendre le temps de comprendre le concept. Je vais d'abord dire que c'est une forme d'affaires qui, aujourd'hui, avec son taux de croissance, est
reconnu par des magazines les internationaux économiques comme par exemple Forbes, comme Wall Street News, comme beaucoup d'autres magazines cotés, qui reconnaissent qu'avec l'échelle de croissance que connaît le network marketing, c'est cette forme d'affaires aujourd'hui qu'il faut faire. Comment ça fonctionne? C'est la question que vous avez posée. Alors, imaginez que, voilà, moi je suis consommateur d'un produit qui va me permettre par exemple de perdre de poids. Je suis en surpoids et comme vous le savez, en médecine clinique, ça va me causer des problèmes de santé. Et donc, je suis en quête donc, de ces produits-là que je dois consommer. Et il se fait que M. Garba m'a dit, mais Epiphane Dalokonon, écoute, j'ai trouvé un produit que moi-même j'ai expérimenté qui a marché pour moi. Est-ce que ça te dit donc d'expérimenter ce produit? En tout cas, ça m'a donné les résultats que j'escomptais. C'est efficace. Et puis, j'ai dit, oui, Gaba, trouve-moi le produit. C'est à combien? Tu me donnes l'argent. Je te donne l'argent plutôt. Et puis, Gaba me remet le produit. Je le consomme. Ça me donne le résultat. Alors, ce qui me fait mal, c'est que le marketing de réseau, la société mondiale est pratiquement née avec ça. Ce n'est pas parce que les gens ont choisi de la faire comme une forme formelle d'affaires qu'il faut donc peut-être tenter de spéculer là-dessus. Écoutez, ce que vous avez porté comme habit, peut-être du haut vers le bas, il y a forcément quelqu'un qui a dû vous recommander votre cravate. Que si vous allez dans telle boutique, vous allez avoir la meilleure cravate. Ce que vous mangez par jour, il y a peut-être quelqu'un qui a dû vous dire, ben, écoute, Gaba, si tu vas à tel endroit, tu vas trouver le meilleur mets de midi. Mais c'est le marketing relationnel, c'est la recommandation. Le fait de dire ça, ça doit être payé en réalité. Exactement. Lorsque moi, je recommande à Gaba d'aller quelque part et de prendre un produit, dans la formule classique, vous n'êtes pas payé, je ne suis pas payé pour ça, mais c'est moi qui vous ai envoyé. S'il n'y avait pas moi qui vous ai envoyé, alors la société a besoin d'investir via les médias classiques pour pouvoir donc vendre ses produits. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai fait le travail à votre place. Et c'est plus efficace parce que ça transmet une émotion, ça se base sur les témoignages réels. Quelqu'un que je connais qui a utilisé, ça a marché. Donc c'est une question de recommandation. C'est la recommandation. C'est également une question de, bon, mes relations, et puis on vous dit, bon... Mais et cela doit être basé également sur la confiance, sur la qualité du produit. Exactement. Alors, si vous voulez, je vais vous dire, ben, on n'est pas aussi société de marketing réseau quand on veut, et on n'est pas aussi un professionnel, on ne se lance pas dans l'affaire de network marketing quand on le veut aussi. C'est un domaine, quoique nous sommes habitués à faire la recommandation, répond à un certain nombre de règles, de principes que vous ignorez et vous passez à côté. Généralement en Afrique ici, qu'est-ce que nous avons constaté? Les gens disent, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Je dis, mais vous ne l'avez pas fait en professionnel. Je vous parle parce que j'ai été formé par des gens donc, qui sont nés dans le network marketing aux États-Unis. Et ce qui m'ont fait comprendre, c'est simplement que Epiphane, en termes donc de ce business, si tu le traites comme business, ça sera comme un business pour toi. Mais comme c'est socialement ou socioculturellement lié à chacun de nous, les gens peut-être le prennent comme un amusement. Là, tu n'as pas un patron qui le matin te dit viens à 8 h et ressort à 19 h et voilà, tu as 2 heures de pause. Donc, tu es le responsable de ton temps, de ton business, de ton niveau économique. Et donc, les gens peuvent se permettre de dormir, de se reposer, de ne pas faire le travail en professionnel, d'être limité par le trac, donc d'aller aborder quelqu'un en le faisant comme ça. Au bout du rouleau, vous ne gagnez pas de l'argent. Et vous dites que le marketing réseau ne marche pas. Non, la même rigueur, le même entrain avec lequel ou avec lesquels vous travaillez dans une entreprise de quelqu'un ou parce que vous avez travaillé, on vous donne quelque chose à la fin du mois, vous devez l'utiliser lorsque vous devenez maintenant votre propriétaire d'entreprise. Alors, parlons bien sûr du marketing de réseau. Peut-on... je me demande, quand on met en place une plateforme, en réalité, où c'est un... Est-ce que ça peut être éternel ou c'est carrément un système qui peut se bloquer à un moment donné? Se bloquer, vous parlez de qui? Celui qui est devenu, voilà, celui qui s'est engagé à développer. C'est-à-dire vous avez votre plateforme, ça fonctionne, c'est vrai, les gens continuent toujours pas adhérer au concept. Mais à un moment donné, est-ce que ça ne va pas se bloquer? J'ai compris votre question. Votre question, ça s'accommode généralement à ce que nous appelons les incompris, en fait, les incompris de notre question. On peut aussi vous dire que ceux qui s'engagent dans le marketing de réseau aussi, la majorité ne savent pas ce qu'ils ont en main. Ce que vous posez comme question, ça peut se répéter d'une autre forme. Est-ce que ce n'est pas comme la chaîne pyramidale? En réalité.
Parce que dans le jargon classique, les gens disent la chaîne pyramidale. Nous savons qu'on prend l'argent de quelqu'un pour payer quelqu'un, on prend l'argent de l'autre pour payer l'autre, et donc à un moment, ça va se bloquer. Je vous dis, et je le dis partout, depuis que plus d'1 an, je me suis engagé dans cette forme parce que j'ai pris le temps de me faire former. Je ne suis pas ce genre de personne que l'on peut prendre tout de suite donc dans une affaire. Je suis cette personne qui fouille avant de m'engager. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que le marketing de réseau, le vrai, existe. Mais dans le même temps, il y a des... Je ne veux pas dire défauts. Excusez-moi, je voudrais plutôt dire qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la production des biens, par exemple, de bien-être, des produits de bien-être, des produits cosmétiques, qui, voyant la forme formidable, magique, extraordinaire de distribution, donc de marketing relationnel, veulent l'emprunter et montent eux-mêmes à tout azimut un système. Et qu'ils s'accommodent. Si vous n'avez pas l'information, vous mettez dedans. Si le système n'est pas étudié à l'avance, vous êtes risqué donc de perdre votre argent, votre investissement. Il y a le network marketing professionnel. Donc ça peut se bloquer. Oui, parce que, je dis le professionnel, le système de network marketing, qui répond aux critères, qui est reconnu par la DSA, la Direct Selling Association, et qui donc respecte les principes de base de ce qu'on appelle les formalités d'une entreprise de network marketing, doit durer. Ça doit normalement durer. Si vous ne faites pas ces formalités, vous pouvez donc avoir un système qui se bloque. 1. 2. Lorsqu'on dit network marketing, l'on parle des produits qui ne peuvent pas être facilement substitués et que vous proposez aux populations. Mais si vous prenez n'importe quel produit que Gaba peut produire, que mon ami Franck peut produire, que mon ami Rose peut produire, et que vous mettez sur le marché, vous montez un système de network marketing autour de ça. Si vous n'avez pas des experts qui sont en arrière-plan, qui travaillent au quotidien, c'est une question de 18 mois ou 18 jours, vous avez commencé par déjà avoir des problèmes. Voilà. Donc, le vrai système de network... Il faut que le produit soit unique, c'est ce que vous dites? C'est d'ailleurs ce que les gens recommandent. Les gens recommandent d'abord que ça soit d'une première importance. Et que ça ne soit pas un produit que l'on peut facilement substituer à un autre. Et lorsque vous avez ces genres de produits, vous avez aussi à vous assurer que le système a répondu aux critères élaborés par la DSA. Par ceux qui sont des experts qui travaillent tous les jours, qui encadrent le système de marketing de réseau au monde. Si vous ne répondez pas à ces critères, vous vous lancez, mais gars, vous allez passer à côté. Mais alors, était-il, c'est pas compatible, je dis, ce système à notre système de marché, parlant du marché béninois? Béninois, simplement. Oui. Je dirais même c'est compatible au marché mondial. C'est compatible. Je venais de vous démontrer que de notre naissance, les gens ont fait les expériences, les sondages, et ils ont compris que nous recommandons tous les jours que Dieu fait quelque chose à un ami, à un cousin, à un membre de famille. Alors, le business même est basé sur quoi? Des produits que vous recommandez à des gens et sur la base donc de l'entrée que fait le promoteur vous donne une partie. Donc, c'est compatible. Ce qui n'est pas compatible, c'est que généralement, nous avons des gens, des promoteurs, qui ne prennent pas le temps de savoir dans quoi ils s'engagent et reçoivent la formation nécessaire et disent la vérité aux gens. Mais c'est aussi normal parce que nous sommes dans un système où les gens, lorsqu'ils viennent vers vous à une présentation, ils disent « Qu'est-ce que je gagne par semaine? Qu'est-ce que je gagne par mois ?» Du coup, le propriétaire d'entreprise qui veut des distributeurs est obligé de leur dire de simuler, de dire ce qu'il gagne par mois pour pouvoir les satisfaire et les avoir avec lui. Là, vous avez fait preuve de malhonnêteté. Et lorsque vous le faites en 90 jours, en 6 mois, la personne se rend compte que ce n'est plus ce que vous m'aviez promis, et la personne donc se déstabilise et dit le système ne marche pas. Donc, si vous êtes promoteur, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes formé pour ça, vous continuez pas à vous former, un peu comme moi, et puis de l'autre côté, vous dites la vérité aux gens. Vous faites en sorte que les gens sachent que on a dit que nous voulons bâtir un empire financier. Ce n'est pas quelque part où l'on prend un salaire à la fin du mois. C'est quelque part plutôt où vous bâtissez des distributeurs, des personnes engagées pour consommer des produits d'importance pour eux. Et ces personnes, tous les jours que Dieu fait, tous les mois que Dieu fait, ces personnes consomment ces produits et en définitive sont récompensées en retour. Alors, si je comprends bien, l'efficacité du marketing de réseau doit être beaucoup plus basée sur la qualité du produit que sur les revenus en réalité. Il faudra que celui qui est arrivé en système de network marketing sache que c'est un empire que l'on veut bâtir et qu'à la maison, personne ne nous a parlé de marketing des réseaux. À l'école,
personne ne nous a parlé de marketing des réseaux. À la mosquée, à l'église, personne. Donc, c'est un système, vous devez prendre votre temps. Si vous voulez évoluer dedans, de vous faire former. Un, c'est un process. Et puis deux, maintenant, vous commencez par mettre en application les conseils. Et sur 3 ans et sur 5 ans, vous allez atteindre un niveau financier vrai qui peut dépasser celui qui est dans l'entreprise classique, que nous appelons l'entreprise traditionnelle de 15 ans. De 15 ans. Bien sûr, c'est ce que je peux dire. Inutile alors de poser ma toute dernière question, puisque je comprends tout simplement qu'on peut se spécialiser en marketing de réseau. Bien sûr, on peut être un professionnel en marketing des réseaux, surtout lorsque l'on est engagé à dupliquer le système, l'on est engagé à dupliquer les enseignements que l'on a reçus. Et le marketing des réseaux a quelque chose de formidable que les autres entreprises n'ont pas. Oui. C'est que lorsque vous venez, on travaille sur vous, vous devenez une autre personne. Le Robert Kiyosaki a l'habitude de l'appeler l'école des affaires. Vous venez en marketing de réseau et vous sortez de là même, vous pouvez aller bâtir n'importe quelle entreprise, vous êtes appelé à réussir. Merci beaucoup à vous, Epiphane Dalokonon. Je rappelle que vous êtes aussi responsable d'une plateforme de marketing de réseau qui agit dans la sous-région, je pense. Je représente actuellement une compagnie américaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire aussi que d'autres pays de l'Afrique me sollicitent et bientôt on sera avec eux. Merci. Merci, Epiphane Dalokonon. À très bientôt. Merci. Alors, la suite du grand rendez-vous, c'est avec vous. Et là, on va faire juste un tour sur le littoral de Cotonou. Aujourd'hui, sur Nature et Bien-être, c'est la loi sur le littoral, la protection du littoral qui nous intéresse. Quel est le contenu de cette loi? On va en parler dans un instant. On suit tout d'abord ce reportage signé Marcel Betoro. Il faut saluer les autorités qui, depuis 2003, essaient de faire passer cette loi. Et en fin de compte, le 17 avril, cette loi a été votée pour protéger notre côte. Vous savez, nous n'avons pas une grande côte et vous remarquez déjà qu'à l'est de l'épi de Siafato, il y a de fortes érosions. Ce n'est pas pour rien qu'on a interdit en temps l'utilisation de sable marin au profit des sables, de l'extraction des sables hors littoral, parce qu'il fallait protéger cette côte-là. Et sur la côte, il y a beaucoup de projets et aucun des projets jusqu'à date n'a fait l'objet de l'évaluation des impacts cumulatifs. C'est vrai que nous, de l'ABE, on se limite au plan stratégique. Il y a l'évaluation stratégique qui a eu lieu en 2003, qu'on doit actualiser cette année au début de l'année prochaine, ou plus tard, premier trimestre 2019, c'est dans notre agenda. Mais on remarque que si on ne met pas un frein à l'exploitation anarchique de la côte, avec le changement climatique, nous risquons d'avoir des effets néfastes sur notre côte. Et c'est à dessein que cette loi a été votée. Il y a plus d'une dizaine de décrets qui seront rédigés par la suite après la promulgation pour essayer de réglementer l'installation des populations sur la côte. La côte est un endroit touristique formidable et le Bénin peut tirer beaucoup de la gestion rationnelle et efficiente de cette côte-là. C'est à cause de ça que je salue cette loi, qui est une première. Beaucoup de pays africains n'ont pas cette loi, que nous devons essayer de mettre en œuvre progressivement pour que les Béninois comprennent l'importance des ressources halieutiques qu'on doit protéger d'eux, l'importance de notre plage, de nos côtes qu'on doit protéger pour pouvoir faire développer des activités qui vont nous rapporter des financements tout en protégeant notre cadre de vie et l'environnement en général. Nous avons pris de l'avance à l'agence. Nous avons commencé, on a répertorié le nombre de décrets qu'il faut mettre en œuvre. Il a installé l'environnemental qui sera au niveau de l'agence béninoise pour l'environnement. On prend de l'avance pour que dès la promulgation, on commence à soumettre les décrets à signature pour réglementer tout ce qui passe au niveau de la plage. Vous avez donc compris, c'était plutôt M. François Corneille Kelouidé, directeur général de l'ABE, qui, bien sûr, saluait le vote de cette loi au micro de Amadine Aliambossou, qu'on retrouve, bien sûr, sur ce plateau en compagnie de M. Philippe Zoumenou, qui est le directeur de la protection des berges et côtes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Bonsoir, Amandine. Bonsoir à vous, Assum Gaba. Nous sommes sur la côte du littoral aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Pour parler de cette loi, en réalité. Oui, les députés ont voté le 17 avril dernier et la loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la côte littorale. Donc directeur Zoumenou, dites-nous pourquoi une loi sur la protection, l'aménagement et la mise en valeur du littoral. Merci beaucoup, merci à vous. Avant d'en arriver à la loi, je crois qu'il est important de dire que tout s'organise.
Vous savez, la gestion du littoral, c'est une problématique un peu complexe qui nécessite la mise en place d'un certain nombre de dispositifs qui vont permettre donc aux autorités en charge de la question de faire face efficacement aux phénomènes, aux divers phénomènes qui se produisent. Nous avons le grand problème de l'érosion côtière que tout le monde connaît. Et il y a le problème de l'exploitation anarchique des ressources naturelles. Et donc, en dehors du dispositif qui avait et qui contenait un certain nombre d'outils, et la loi sur la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale vient renforcer tous les outils qu'il y avait, renforcer la protection des ressources naturelles, le développement des activités agricoles et socio-économiques sur la zone littorale, et créer également le cadre juridique pour les investissements. Parce que la protection côtière est un phénomène qui n'est pas facile à financer. Et donc, beaucoup de bailleurs de fonds demandent, a priori, qu'il y ait un cadre juridique qui puisse renforcer, sécuriser donc, les investissements. Donc, la loi littorale, en fait, vient comme un levier dans le dispositif institutionnel, législatif et réglementaire du Bénin pour renforcer donc, la protection du littoral, la préservation des écosystèmes que nous rencontrons. Donc les outils qui existaient ne permettaient pas réellement de protéger nos côtes? En réalité, il y avait un certain nombre de dispositifs. Lesquels, s'il vous plaît? Il y a des plans. Il y a déjà le plan d'investissement multisectoriel qui a été élaboré courant en 2016-2017 et qui, disons, a recensé, a regroupé toute disons, la problématique en secteurs, en différents segments. La côte a été caractérisée en des segments de différentes vocations. Nous avons la zone industrielle, nous avons la zone récréo-touristique du centre et nous avons le segment agricole aussi de l'ouest. Tout ça a été, disons, répertorié dans le plan d'investissement multisectoriel. En dehors de cela, il y a bel et bien le fait que le Bénin est partie prenante à la convention de Ramsar sur la préservation des zones humides. Et donc, déjà depuis 2000, où le Bénin avait ratifié cette convention, et toute la zone littorale a été déclarée comme site Ramsar. Et à travers cela, donc, il y a un certain nombre de précautions, vous voyez, qui ont été établies donc, pour quand même préserver toujours les espèces littorales. Alors, si je comprends bien, la loi va donc faciliter le financement des projets liés à la protection du littoral. Non seulement liés à la protection du littoral, mais également à sa mise en valeur. Vous savez, le littoral, c'est un potentiel touristique. Et le littoral du Bénin particulièrement regorge d'importantes ressources. Nous avons les mangroves, nous avons la lagune côtière, nous avons les chenaux, nous avons le lac Aimé et ses différents chenaux. Nous avons le fleuve Mono qui se déverse avec son écosystème particulièrement intéressant. Et donc, la loi littorale, comme je le disais, ça vient renforcer tout ce qui existe et qui permet aujourd'hui d'avancer. Vous savez, dans l'élément que nous avons suivi tout à l'heure, il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont sur le terrain, notamment les grands projets prioritaires de protection du littoral. Nous avons le projet à l'est de Cotonou qui est dans sa phase active, qui se déroule vraiment de manière opérationnelle. Nous avons également un second segment, le segment du centre, qui est destiné à développer le tourisme balnéaire dans notre pays, le segment de Ouida, qui également a bénéficié d'un second projet très important de protection des infrastructures qui vont être érigées dans ce cadre-là. Et donc ce projet également est dans sa phase de démarrage. Nous avons commencé l'approvisionnement. Et d'ailleurs, là, nous avons reçu un premier navire que nous allons réceptionner demain. Bon, je le dis comme ça, au port. C'est déjà arrivé au port. Et donc, l'approvisionnement en enrochement se poursuit sur ce secteur pour que, d'ici à octobre, selon notre chronogramme, nous démarrions les travaux physiques sur ce segment. En dehors de celui-là, il y a également le troisième segment de l'Ouest qui également va faire l'objet de traitement face au phénomène de l'érosion côtière. Donc, en dehors de ces actions qui sont déjà palpables, qu'on peut voir sur le terrain, il y a que la loi littorale telle qu'elle a été votée, nous pensons que la promulgation va arriver d'ici à là, va renforcer donc le dispositif. Vous savez, les projets de protection côtière généralement n'ont pas été, ne sont pas des projets qui sont économiquement rentables. Vous savez, et pourquoi? Oui, justement parce que c'est des projets en fait à caractère suffisamment sociaux. Et
investir pour protéger la côte, vous voyez, il faut protéger quand même. C'est en fait une question de souveraineté pour le pays. Sinon, le territoire s'amenuise au fur et à mesure. Donc, il faut quand même prendre la décision de protéger. Donc, pour renforcer donc, cet investissement, pour le valoriser, il faut aller à la valorisation, il faut aller au développement touristique. Et la loi littorale, vraiment, est un élément bienvenu, donc, pour nous aider à aller au bout de nos idées. Merci beaucoup à vous, M. Zoumeno. On vous revient tout à l'heure, je dirais dans 15 minutes environ. Monsieur Zidane, on se retrouve juste derrière le journal, puisqu'il est 19h45 sur le grand rendez-vous, le journal de Estelle Pazou. À vous. C'est l'édition du soir sur PB24. Bonsoir à tous et bienvenue. Plus de factures sans traçabilité ni même de concurrence déloyale entre opérateurs économiques. C'est l'objectif de la facture électronique normalisée. Elle a été mise en service au Bénin depuis plus d'un mois. Il veillait à la sécurité des populations tout en étant exposés aux intempéries. Désormais, les agents de la police républicaine disposent des abris, des cabines installées au grand carrefour de la ville de Cotonou, constat dans ce journal. Et puis, du journalisme à la musique, il n'y a qu'un pas. Raïssa Gbedji l'a franchi. Elle a présenté son maxi-single vendredi dernier. C'est un opus de 5 titres. Pour lutter contre la concurrence déloyale entre opérateurs économiques et la fraude sur la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, il est mis en vigueur depuis plus d'un mois la facture électronique normalisée. Elle est transmise au moyen d'une machine électronique certifiée de facturation. Dans ce reportage que vous allez suivre, Marcel Arossi explique les tenants et aboutissants. C'est sur les images d'Auréole Aïon. La collecte et la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée TVA demeure un enjeu de premier plan pour l'économie béninoise. Pour parvenir à un accroissement efficient des recettes fiscales, il est mis en œuvre à partir de la loi de finances 2018 un système de machines électroniques de facturation de la dite taxe. C'est simplement une facture qui est délivrée par un système électronique, donc une machine. C'est en cela qu'elle est une facture électronique, mais au même moment, elle est normalisée. Parce que chaque facture que la machine délivre est une facture unique qui possède un numéro avec un code à barre et les renseignements indispensables à l'identification de la transaction qui a été effectuée. Une facture instantanée dont les renseignements sont communiqués également de façon instantanée à la Direction générale des impôts. Donc tout ça fait que c'est une facture électronique mais en même temps normalisée. Ce système présente des avantages certains non seulement pour l'administration fiscale mais aussi pour le contribuable. Dans notre contexte au Bénin, nous sommes habitués à ne pas réclamer les factures lorsque nous faisons des achats. C'est une mauvaise habitude. Vous pouvez en avoir besoin pour justifier, pour présenter votre comptabilité, mais pour vous-même, vous en avez besoin pour vous assurer que ce que vous avez payé déjà comme taxe est allé effectivement dans les caisses de l'État. Les factures normalisées constituent une des solutions innovantes aujourd'hui pour améliorer le rendement de l'impôt et lutter contre la fraude. Puisque l'entreprise n'est qu'un intermédiaire dans la collecte de la TVA. Donc, le citoyen qui consomme un bien ou un service reverse la TVA à l'État par l'intermédiaire de l'entreprise. Lorsque l'entreprise utilise la machine, c'est que le citoyen lui-même, il a la garantie que cette TVA reversée ne fait pas l'objet d'une fraude. Ça permet aux promoteurs d'entreprise d'avoir une idée sur la vraie physionomie de ces affaires. Il faut retenir aussi que le non-respect du système de facturation électronique par les entreprises est sanctionné par la loi. La loi qui a institué la réforme a en même temps prévu le dispositif de répression en cas
de défaut d'utilisation. Je peux dire que les sanctions partent d'une amende pécuniaire égale à 10 fois le montant de la TVA qui n'aurait pas été facturé par opération, avec un minimum de 1 million de francs CFA, jusqu'à 20 fois le montant de la TVA qui n'aurait pas été facturé, avec un minimum de 5 millions de francs CFA en cas de récidive. Et la loi prévoit également en termes de sanctions que lorsque l'entreprise récidive 2 fois, l'administration des impôts a la possibilité de procéder à une fermeture définitive de l'entreprise. Fournir une facture électronique normalisée à ses clients devient donc une obligation légale au Bénin. Elle est l'élément indispensable permettant de pouvoir justifier les charges en comptabilité et d'en déduire la taxe sur la valeur ajoutée. Soulager les agents de la police dans l'exercice de leur métier, c'est l'objectif visé par le gouvernement. Des postes de contrôle mobile sont installés au niveau des carrefours stratégiques de la ville de Cotonou. Bernardin Sogloron et Oboubé Kapou sont descendus sur le terrain pour faire le constat. Ces cabines sont les nouveaux abris de la police républicaine. Elles ont été déployées sur des axes stratégiques de la ville. Un dispositif qui va lui permettre de mener à bien sa mission, maintenir l'ordre et assurer la sécurité publique. Fabriquée à l'aide du polyester, elle mesure 2,70 m de long et 1,50 m de large et pourrait garder au moins 4 personnes. Vitrées, mais non climatisées et non ventilées, tous les équipements de ces cabines mobiles ne sont pas encore fonctionnels. Une initiative des autorités béninoises qu'apprécient diversement les citoyens. On dit souvent, une mission, les moyens. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'être en mission et qu'ils soient sans abri. Parce qu'entre-temps, nous voyons les forces de l'ordre qui sont sous le soleil, les intempéries, la pluie, tout ça là. Mais actuellement, si de pareils actes se posent, si on pose ce genre de trucs, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. D'autant plus que nous avons tout le temps déploré le fait que nos forces de l'ordre sont exposées, surtout ceux qu'on déploie au niveau des carrefours, au niveau des grandes voies. Ils sont souvent exposés aux intempéries, le soleil, la pluie. C'est souvent pas agréable de les voir ainsi. Et si la direction générale de la police a choisi de les abriter désormais, moi je trouve que c'est une très bonne initiative. On a longtemps minimisé ou banalisé l'action de la police ou des agents de sécurité de façon globale. Et donc, une installation pareille leur permettra de mieux assurer la sécurité de la population, d'être plus à l'aise, parce que lorsqu'on n'est pas à l'aise dans ce qu'on fait, on a du mal à produire un bon résultat. Je dis que c'est très intéressant et que ça nous rassure et ça rassure la population aussi. On sent qu'on est en sécurité maintenant. Tous les agents de la police déployés sur les carrefours ne disposent pas encore de ces nouvelles installations. J'ai vu la cabine qui est installée au niveau de la place des Martyrs. Si les autorités peuvent installer d'autres cabines sur les carrefours de Tokpa, Akpakpa, Sacré-Cœur, Calavi, Kokokodji, ce serait très bien parce que l'initiative est bonne. Les agents de la police, autrefois exposés aux caprices de la nature, sont désormais dans de meilleures conditions. Toutefois, il est peut-être vrai que la disposition de certaines cabines qui font dos au danger ne garantit pas la sécurité des policiers. De journalisme, elle est passée à la musique. Raïssa Gbidi a présenté vendredi dernier son single intitulé Ndjali, un répertoire de 5 titres qu'elle a interprété au public. C'est pour elle un rêve qui est en train de se réaliser. Igor Ayoso et Herman Rodig Amegan étaient de la partie. Suivez le reportage. Assis en place VIP ou debout accoudés, tous attendent l'entrée sur scène de la vedette de la soirée, Raïssa Gbidi. Même ceux qui ne connaissaient pas sa musique, comme Brice, béninois de souche, résident à l'étranger, est venu en vacances. Raïssa Gbidi est une artiste que je ne connais pas du tout, mais que je viens découvrir. Donc, je l'ai connue un peu par, c'était du bouche à oreille surtout.
Et le Bénin regorge de talents musicaux, de talents artistiques. Et pour moi, c'est l'opportunité de voir là, une démonstration de musique, jazz. Raïssa Gwedji, nouvelle artiste. Merci beaucoup, merci. 20h10, elle apparaît sur scène dans sa majestueuse robe. Le spectacle commence. Son style musical, du jazz mélangé à des rythmes du terroir comme entre autres du zinli. Et quand le chant cède place à la danse, Raïssa sait également s'y prendre. Un spectacle total et participatif, avec un public majoritairement debout. Brice ne boude pas son plaisir. Il ne connaissait pas Raïssa. Il a fait sa découverte. C'est tout simplement une artiste formidable. C'est, comme elle a dit elle-même, c'est le mariage parfait et harmonieux entre le jazz qu'on connaît et les sonorités de chez nous, traditionnelles. Donc une artiste formidable à suivre et encourager. Le sentiment de Brice semble faire l'unanimité. La musique de Raïssa reçoit ainsi l'approbation des mélomanes. Oui, je trouve la musique assez fluide, assez mélangée intelligemment. Et si elle décide de chanter comme ça, elle peut chanter. Elle a l'autorisation de chanter maintenant parce que j'ai l'infime conviction que ça va marcher. Moi, vraiment, j'ai été gâtée. J'ai été gâtée par la qualité des invités qui étaient là ce soir et je suis ravie. Je pense que cette musique a été bien accueillie et c'est justement l'objectif. N'Dja, Raïssa Gwedji informe qu'elle arrive avec sa voix, sa mélodie et ses instruments pour se frayer un chemin et se hisser dans l'arène musicale. L'Union monétaire ouest-africaine pourrait abriter prochainement le premier fonds d'investissement compatible à la loi islamique. C'est ce que l'on peut retenir du discours prononcé par le président de l'Institut africain de la finance islamique, Mohamed Labine Baké, au cours d'un forum sur ce secteur tenu à Dakar. Les détails du projet n'ont pas été dévoilés, mais l'annonce est faite en même temps que celle de la création d'une première banque islamique dans cette sous-région. Ces différents projets témoignent une nouvelle fois du leadership de l'UEMOA sur les questions de régulation et d'offres de produits financiers. Alors que les startups fleurissent dans le Rwanda voisin, l'entrepreneuriat numérique reste un défi à la taille de l'immense République démocratique du Congo. Les jeunes sont porteurs de projets innovants mais se heurtent bien souvent au manque d'accompagnement. Le récit de Herman Rodrigue Amégan sur les images de l'AFP. Immobilier, musique, services sociaux et bien d'autres, les projets foisonnent, portés par de jeunes Congolais. Seulement, ils font face aux mêmes problèmes liés à la majorité des pays africains, le défaut de financement. On a vraiment du mal à trouver des financements. Lorsqu'on va frapper dans des portes, c'est soit qu'il faut aller voir une banque et être parrainé par un entrepreneur chevronné, alors que ce n'est pas toujours évident pour des startups, des entreprises comme la nôtre. Et tout ce qui nous manque ici, c'est cet accompagnement de l'État. Et aussi des privés, donc tous les incubateurs privés qui sont en train de se mettre en place là maintenant. Mais en tout cas, on n'a vraiment rien à envier à nos pays voisins, en tout cas les startups qui sont ici, c'est clair. Vous voyez des jeunes entrepreneurs qui sont beaucoup plus professionnels, qui comprennent aussi mieux le marché de l'investissement et qui travaillent beaucoup plus maintenant avec des sociétés qui sont aussi capables de les comprendre et comprendre les situations locales. À ces obstacles s'ajoute l'accès à Internet de haut débit qui reste problématique. Plus loin, à tort ou à raison, les investisseurs étrangers associent l'image du pays à des risques élevés, à des incertitudes politiques, juridiques et économiques. Progressivement, la donne change. La Fédération des entrepreneurs du Congo vient d'ouvrir une branche à destination des jeunes entrepreneurs. Elle entend encourager ces jeunes porteurs de projets innovants. Le patronat congolais veut ainsi donner le bel exemple.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur BB24. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Mais à quand votre album de musique, vous, Estelle Pazou? Assume, je ne suis pas chanteuse. Ah, vous chantez pas, vous. Vous faites quoi, à part Je suis journaliste comme vous. Et oui, à part ça, vous faites quoi d'autre? Rien d'autre. Comme hobbies et tout? Rien d'autre. La natation? Pas vraiment. Pas vraiment. Oh, bon, voilà. En tout cas, on aura le temps. C'est vrai que je vous ai surprise. Vous aurez le temps de nous dire très prochainement ce que vous faites d'autre, à part donc, le journalisme, parlant bien sûr de hobbies et puis le reste. Allez, à très bientôt. Bonne soirée à vous, Estelle Pazou. En plateau, on retrouve M. Zoumenou pour parler, bien sûr, de la loi sur le littoral. M. Zoumenou, la loi sur le littoral la loi sur la protection du littoral est donc bienvenue, vous l'avez dit, et cela facilite d'ailleurs même la valorisation du littoral. Et vous présentiez donc des projets les projets en vue sur le littoral. Voilà. Oui, effectivement, les projets qui sont en cours de développement sur le littoral, on peut parler du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou, qui permet de gérer la priorité numéro 1, le segment à l'est du port. Ce projet, comme je le disais tantôt, est dans sa phase opérationnelle. Il se déroule conformément au planning prévisionnel et nous pensons que le planning sera respecté pour que les travaux soient livrés d'ici à la fin de l'année et que donc sur les autres segments nous puissions poursuivre. Sur le segment du centre, c'est-à-dire de Ouida, qui est essentiellement à vocation balnéaire, touristique, nous avons prévu donc d'installer à hauteur d'Avlekete une digue immergée pour casser la force des vagues et permettre donc de développer des sports d'eau, tout un certain nombre d'activités touristiques dans cette zone. Et ce projet, comme je le disais, dans sa phase de démarrage, nous avons commencé par faire de l'approvisionnement en enrochement. Et le programme a prévu le démarrage effectif des travaux physiques en octobre. Et avec l'organisation qui est en place, nous pensons également que nous allons tenir ce chronogramme. Est-ce que le vote de cette loi aura également un impact sur d'autres projets comme la route des pêches qui est en cours? Oui, vous savez, la route des pêches a été, disons, initiée pour faciliter, pour donner un certain nombre de facilités par rapport à l'utilisation de la zone littorale, d'une part, mais également pour entrer à l'intérieur du pays. Vous savez, avec l'ensemble des projets phares du gouvernement qui sont en train de se développer, notamment l'aéroport international, il faut que les visiteurs puissent avoir accès facilement au littoral, qui est quand même une zone de prédilection pour les touristes. Et donc la route des pêches vient renforcer tout ce dispositif-là. Et je pense que les travaux également à ce niveau, pour qui visitent régulièrement ou de temps en temps ce projet, on voit que les travaux avancent comme cela se doit. Et à quoi doivent s'attendre désormais les riverains, ceux qui se lèvent, s'installent le long des plages pour faire de petits commerces et autres? Tout cela sera désormais réglementé. Oui, d'abord, je crois qu'au niveau du ministère du cadre de vie et du développement durable, il y a eu un certain nombre d'actions et d'initiatives qui ont été prises parallèlement à l'initiation de la loi sur le littoral. Et nous avons donc élaboré au niveau du ministère, par exemple, le plan d'aménagement opérationnel et résilient face aux effets des changements climatiques de la zone littorale, qui vient renforcer le plan d'investissement multisectoriel dont j'ai parlé tantôt. Et donc à travers le PAO, ce plan d'aménagement opérationnel, les segments ont été caractérisés, et les bandes qu'il faut aménager, quels sont les espaces qu'il faut attribuer, où est-ce qu'il faut s'installer. Je crois que tout ça a été défini depuis la frontière de Kraké jusqu'à Ilakondi. Et donc, quand ce plan d'aménagement va être mis en œuvre, ajouté aux autres projets dont je viens de parler, vous voyez un peu l'aspect que ça va donner. Mais avant cela, actuellement, il est développé sur toute la côte les opérations de nettoyage systématique de la plage et de sécurisation des infrastructures. Donc, à travers cette opération, on a déployé un certain nombre de brigadiers qui assurent la permanence sur la plage pour le nettoyage. Et c'est compartimenté commune par commune.
Et nous suivons aussi cette activité qui permet de maintenir donc, toute la plage dans un état de salubrité que vous connaissez. Je crois que vous pouvez confirmer ce que je veux dire. Oui, alors est-ce à dire et que... donc les populations, en fait, auront à, disons, intégrer tout ce dispositif-là qui sera mis en place pour se retrouver donc, dans le développement de leurs activités traditionnelles. Ce n'est pas qu'on va venir créer d'autres activités pour, disons... On fera avec l'existant. On fera avec l'existant. On tiendra compte de l'état des lieux actuels pour renforcer le dispositif. Le dispositif. Est-ce à dire que ces différents projets cités souffraient de l'absence de cette loi? Non, en fait, comme je l'ai dit, la loi vient renforcer tout ce qui existe. Okay. Ça, c'est ce que nous allons retenir, que la loi, en fait, vient renforcer tout le dispositif qui existe, tout ce qui permet d'être là où nous sommes, mais certainement, elle va contribuer à lever beaucoup d'autres financements. Et qu'est-ce que vous faites au niveau de la direction de la protection des berges et côtes pour la mise en application de cette loi une fois promulguée? Oui, en attendant la promulgation, je crois que les réflexions sont déjà en train de se développer sur l'élaboration des différents tests d'application. Le décret, le DGABE a parlé d'une dizaine tout à l'heure. Et donc, les réflexions sont en cours pour élaborer déjà ces différents tests. Les projets sont en cours d'élaboration et une fois la loi promulguée, je crois que ça va aller vite pour que la loi devienne effective. Merci beaucoup à vous, M. Philippe Zoumeno. Merci. Assem Gava. Oui, vraiment, merci beaucoup pour ce plateau très intéressant. Merci beaucoup à vous, M. Zoumeno. À très, très bientôt. Merci également. Suite du grand rendez-vous, c'est juste jeter un second coup de regard, bien sûr, sur le tableau des prévisions météo avant de partir. Allez, merci beaucoup de votre attention. Le tout premier numéro du grand rendez-vous de cette semaine a eu lieu. Bien évidemment, on va se retrouver demain à 19h00 pour le numéro 2 de la semaine. Bonne soirée.